c'est notre 6e jeudi rouge. C'est ça? Ça doit être ça. Bon. On a eu beaucoup d'excusés, on était dans les vacances, il y a des gens qui ont été hier au meeting d'ailleurs. Il y a eu un meeting de Yann Brossat hier à Rennes. On a fait 1000 personnes. Apparemment, c'est le plus gros meeting qu'on ait fait depuis 1995, disent les spécialistes de la spécialité. Donc, acceptons-en l'augure. On sent ici quelques frémissements par-ci par-là. Bon, alors, pas non plus qu'on se... Mais voilà, je crois que de toute façon, ce qu'on fait, c'est bien. Et parce que notre liste fait, c'est bien. Et les choses sont dites. Et avec du punch, voilà, ce qui nous fait un peu de bien. Voilà, c'est mieux. On a toujours eu raison, la question n'est pas là, mais c'est mieux de le dire avec un peu d'enthousiasme. L'enthousiasme de la jeunesse, encore que 38 ans, c'est pas très jeune, hein, si on regarde bien les choses. Premièrement, deuxièmement, comme le communisme et la jeunesse du monde, on a tout le temps devant nous. Hein? 39, pas 38. 39 depuis le 23. Ah ouais. Le 23, parce que ma fille est du 23 aussi. D'accord. Mais ta fille, elle n'est pas candidate? Non, elle n'est pas communiste non plus. D'accord. Elle a d'autres défauts. Donc on a je ne sais pas si on a la chance, mais à chaque fois qu'on fait un jeudi rouge, il y a un moment de l'actualité qui colle au thème qu'on a retenu. La fois dernière, c'était sur les questions des migrations internationales et on avait aussi du monde parce qu'il y a un fort mouvement de soutien aux droits des réfugiés, et en particulier autour de Tarzano. Et là, on a un sujet qui est, je crois, extrêmement important autour du populisme de gauche. On voit bien que ça structure une partie du discours de la gauche, de transformation sociale depuis quelques années. Quand je dis que c'est vraiment l'effet d'un heureux hasard, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même dont le mouvement est porteur de cette idée-là, vient de donner hier ou avant-hier un long entretien à Libération, où il cite d'ailleurs une discussion qu'il a eue avec Laclos, toujours dans Libération en 2013, et où on voit comment se structure cette idée de populisme, qui n'est pas un gros mot, qui est une façon de considérer le champ politique. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est en quoi il est antinomique avec notre démarche à nous. L'idée, c'est que il l'argumente très bien. Il dit voilà, les classes sociales ont disparu, ça s'est mélangé. On voit bien d'ailleurs à travers le mouvement des Gilets jaunes. La classe ouvrière a disparu, c'est pour ça que le Parti communiste a disparu. Les couches moyennes ont disparu, c'est pour ça que le PS a disparu. Donc tout ça, c'est invalide. Ce qu'il faut, c'est trouver une espèce de... Avec l'idée que le mouvement est horizontal, il se dirige lui-même, il n'y a pas de direction, sauf la mienne. Parce qu'il y a quand même l'idée du regroupement de ce mouvement autour d'une personnalité. Alors il cite Mitterrand, il cite De Gaulle, et lui, non, par modestie, mais je pense qu'il y pense très fort à ça. C'est pour ça qu'on a appelé ça, le populisme, une balle dans le pied. Alors, on a souhaité que... J'ai pas entendu le populisme. Une balle dans le pied. Ah oui. Point d'interrogation. Nous sommes ouverts. Et donc on a proposé à Jean Quétier, qui est ici, qui est agrégé de philosophie, qui est rédacteur en chef de l'excellente revue qui s'appelle Cause Commune, auquel je vous conseille de vous abonner, qui est la revue d'action politique du Parti communiste, qui est un truc vraiment très très bien. Moi, je me suis abonné à Angers la fois dernière. Et Jean a bien voulu traverser la France de part en part, grâce au TGV et à son courage, pour venir de Strasbourg à ici. On ne peut pas faire plus. On pensait que la France allait de Dunkerque à Tamanrasset, mais en plus, elle va aussi de Strasbourg à Quimperlé. Chance c'est à toi. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, je vais vous parler du populisme de gauche. Je vais le faire, disons, à partir
d'un angle philosophique, principalement, hein, c'est-à-dire, je vais surtout parler, plutôt que des pratiques du populisme de gauche, je vais surtout parler des théories fondatrices du populisme de gauche, et plus particulièrement, tu citais tout à l'heure Ernesto Laclau, je vais vous parler de la théorisation qu'en ont proposé Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui est maintenant décédé depuis quelques années. Mais avant cela, je voudrais dire quelques mots sur le populisme en général, disons, pour arriver et introduire un petit peu à mon propos sur le populisme de gauche, parce que la caractéristique de ce terme, ou de ce concept, si l'on veut, c'est que c'est un terme qui renvoie à des réalités finalement assez différentes, qui est un terme ancien, hein, déjà, même si c'était devenu très à la mode dans le vocabulaire politique contemporain, mais bon, on a parlé des populistes russes au XIXe siècle, on a parlé beaucoup de populisme pour parler de l'Amérique latine au cours du XXe siècle, et maintenant c'est revenu, je dirais, sur le devant de la scène, ce concept de populisme, y compris dans le débat politique français. Et disons, avant d'en arriver à Chantal Mouffe et au populisme de gauche, je voudrais dire quelques mots pour essayer de comprendre finalement dans quel contexte et pour quelles raisons ce terme de populisme s'est imposé comme un concept un peu fourre-tout et très présent dans la bouche des commentateurs politiques en France depuis quelques décennies. Pas beaucoup de décennies d'ailleurs. Pour parler de ce point, je m'appuierai, je ne vais pas, comment dire, je dis rien de très original, hein, je vais m'appuyer sur un ouvrage qui est assez, qui a déjà quelques années, mais que je trouve assez bien fait, qui ne portait pas d'ailleurs sur le populisme de gauche, hein, qui portait sur le populisme du Front National, qui était un ouvrage d'Annie Kollowald qui s'appelait « Le populisme du FN, un dangereux contresens ». Et dans cet ouvrage assez intéressant, hein, Annie Kollowald avait essayé de montrer à quel moment on avait commencé à parler de populisme dans le vocabulaire des commentateurs politiques en France, et avait cherché à montrer finalement qu'on avait commencé à parler de populisme à propos du Front National à partir du moment où on avait arrêté de parler de fascisme. On avait cessé de dire fascisme, on avait même cessé parfois de dire extrême droite pour qualifier le Front National, et les commentateurs politiques ont préféré depuis quelques temps parler de populisme pour désigner le Front National. Et ce qui est intéressant, c'est que cette analyse que fait Annie Kollowald, elle date d'avant la période d'ailleurs de Marine Le Pen. Hein. C'était déjà le cas lorsque c'était Jean-Marie Le Pen qui était à la tête du Front National, donc avant la soi-disant dédiabolisation du Front National. Et elle a montré qu'au fond, c'était à partir du milieu des années 80, fin des années 80, hein, notamment, vous avez des gens comme Pierre-André Taguieff, hein, qui vont utiliser le terme de national-populisme, hein, par exemple, pour parler du Front National. Et ce vocabulaire-là va être repris notamment, hein, dans le commentaire politique par les experts, les 10 experts, hein, du CEVIPOF. Vous savez, le CEVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po, notamment quelqu'un comme Pascal Perrineau, hein, dont je pense que vous voyez de qui il s'agit. Et Pascal Perrineau va, dans cette lignée-là, utiliser le concept de gaucho-lepénisme pour, de populisme, gaucho-lepénisme, pour essayer, au fond, d'imposer dans le
vocabulaire politique une sorte de nouvelle polarisation du champ politique qui s'organiserait moins autour de la gauche et de la droite qu'autour du centre, compris comme une sorte de cercle des gens modérés, compétents, raisonnables, qu'ils soient de centre-gauche ou de centre-droit, et puis tout ce qu'il y a autour, finalement, hein, les extrêmes, qui seraient un peu les fous alliés de toutes sortes, qui iraient justement qui rentreraient dans cette catégorie de populisme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle polarisation du champ politique, elle s'accompagne d'un discours, je dirais, plus sociologique, et qui renvoie finalement à ce que tu disais tout à l'heure, hein, à l'idée d'une sorte de disparition des clivages de classe au profit d'une sorte de moyennisation. Donc tout le monde serait plus ou moins dans la classe moyenne, sauf quelques personnes extrêmement riches et quelques personnes extrêmement pauvres. Ce qui est une manière de penser évidemment en termes de revenus plutôt qu'en termes de classe. Et tout ce mouvement-là, je dirais, est un peu contemporain, hein, de reconfiguration dans l'analyse politique et dans l'analyse sociologique, hein, dans cette conjoncture. Alors, évidemment, ce que cherche à montrer Annie Kollowald, c'est que à partir du moment où on a cherché à qualifier le FN de populiste, hein, on a d'une certaine manière fait en sorte de lui accorder ce qu'il voulait, hein, c'est-à-dire dans cet imaginaire-là, populisme, c'est au fond, il y a l'idée qu'il y aurait une parenté avec le peuple, hein, et que donc, bon an, mal an, le Front National serait du côté du peuple, hein, et ce qui s'est imposé justement à travers ce commentaire politique qui utilisait beaucoup ce terme-là, c'est l'idée d'un Front National qui serait extrêmement démocrate ou extrême car trop démocrate finalement, hein. C'est une sorte de dérive vers la démagogie qui serait une forme extrême de la démocratie. Et évidemment, cette manière de procéder, ça a conduit, je dirais, à situer, comme le dit Annie Kollowald, hein, le danger représenté par le Front National, non pas dans comme elle le dit, dans des dérogations aux idéaux et aux pratiques démocratiques, mais plutôt dans une sorte de radicalité supposée qui consisterait à en appeler au peuple contre les élites. Alors, c'est dans ce mouvement-là, finalement, hein, que le populisme en est venu à s'imposer comme définissant un style politique, hein, qui consisterait justement à opérer ce genre d'appel au peuple contre les élites, plutôt que par un contenu politique clairement défini, finalement. Et la valorisation de ce style politique, j'y reviendrai parce que ça a une certaine importance dans les théories du populisme de gauche, hein, cette thématique du style politique, parce que quelqu'un comme Ernesto Laclau, justement, va être quelqu'un qui va valoriser une certaine dimension rhétorique de la politique, hein, et ça, il va le dire explicitement, hein, une sorte de tournant rhétorique dans la conception de la politique. Et c'est par l'intermédiaire de cette définition finalement du populisme par le style ou la forme, si l'on veut, plutôt que par un contenu, que va être mise en avant, hein, cette thématique que j'évoquais, hein, ce terme de Pascal Perrineau, hein, de gaucho-lepénisme, qui est évidemment la thématique je dirais, classique du commentaire politique quand il s'agit de parler du Front National depuis
maintenant plusieurs décennies, c'est l'idée que les électeurs du Front National, au Rassemblement National maintenant, ce serait essentiellement, ou pour beaucoup, d'anciens électeurs de gauche, notamment communistes, qui, ou en tout cas ouvriers, qui seraient passés majoritairement de ce côté-là, ce qui est une manière un peu commode d'accréditer la thèse, si vous voulez, des vases communicants. C'est-à-dire qu'on a un même corps électoral qui passe comme des vases communicants d'un côté à l'autre, entre eux. Alors vous prenez la carte électorale du bassin minier dans le Nord-Pas-de-Calais dans les années 60, et puis vous collez la carte électorale du bassin minier dans le Nord-Pas-de-Calais dans les années 2010, et puis vous dites, regardez, vous voyez bien que ceci, cela. Après, évidemment, en faisant ça, on occulte complètement le fait que les gens sont morts, qu'il y en a d'autres qui sont nés, que ce n'est pas les mêmes personnes qui ont voté, mais on continue, disons, à mettre en avant cette thématique-là, cette thématique des vases communicants entre populisme de gauche et populisme de droite, ce qui est évidemment au cœur finalement de cette idée-là, avec l'idée que Marine Le Pen aurait pris la place, disons, serait une sorte d'analogue finalement, jouerait un rôle analogue à celui joué par Georges Marchais il y a plusieurs décennies. Et c'est à partir de cette évidence un peu non questionnée qui s'est imposée dans le commentaire politique, notamment à partir des années 90, que l'on a pu en arriver justement à cette thématique du populisme et du lien entre populisme de gauche et populisme de droite. Et je dirais que s'il y a peut-être quelque chose qui le manifeste de manière très, très nette, c'était, vous vous en souvenez peut-être, il y avait eu un dessin de Plantu il y a quelques années, c'était pendant la campagne présidentielle, je crois, de 2012, un dessin de Plantu qui représentait Jean-Luc Mélenchon d'un côté et puis Marine Le Pen de l'autre. Chacun était devant son pupitre. Et puis, le discours, en fait, que lisaient l'un et l'autre, se rejoignait en bas du pupitre. Et en fait, on trouvait qu'ils lisaient le même discours. Et Plantu a écrit l'ascension des populistes. Et je voudrais partir de ce dessin-là, au fond, pour introduire à la problématique du populisme de gauche. C'est que, en 2012, lorsque cette caricature était sortie, Jean-Luc Mélenchon avait crié au scandale en disant c'est absolument scandaleux, il n'y a aucun rapport de me qualifier de populiste, il n'y a aucun rapport, finalement, d'aucune sorte entre ce que dit Marine Le Pen et ce que je dis sur le contenu, etc. Le tournant populiste de gauche, c'est le fait d'assumer d'une certaine façon, non pas une identité dans le contenu, parce qu'il n'y a évidemment pas d'identité dans le contenu, mais une identité dans le style, ou en tout cas des proximités dans le style et des rapprochements possibles, non pas, disons, avec les dirigeants, mais en disant que l'électorat, finalement, est mouvant et oscille vraiment entre ces deux possibilités, et qu'il s'agit d'orienter finalement un mouvement dans la bonne direction, qui est au fond un mouvement relativement homogène, qui est un mouvement du peuple, finalement. C'est un peu le point de départ, je dirais, pour comprendre l'idée générale qui va être celle du populisme de gauche. Alors, ayant dit cela, maintenant, je voudrais vraiment vous parler du fond de la théorie populiste de gauche, en partant donc de des livres et du contenu des livres, des ouvrages de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau, qui sont, comme vous dites, deux figures très, très importantes de la théorie populiste contemporaine. Effectivement,
ça a été par exemple, Chantal Mouffe a été une source d'inspiration et reste une source d'inspiration importante à des niveaux variables, hein, mais pour un certain nombre de forces politiques en France. Par exemple, la France insoumise, il y a eu une véritable un dialogue qui a été mis en avant, hein, entre Chantal Mouffe et Jean-Luc Mélenchon à de nombreuses reprises, hein. Il y a plusieurs vidéos d'ailleurs disponibles sur Internet, hein, notamment une vidéo assez détaillée d'un débat entre les deux en 2016, une discussion qui était assez intéressante à consulter, hein. Si vous avez l'occasion, je vous invite à le faire, parce que ça porte notamment sur le thème de l'autoconstruction du peuple, hein, ce qui est quelque chose qui le rapproche, avec l'idée qu'il y a vraiment une inspiration théorique forte. Et puis, il y avait évidemment dans d'autres mouvements en Europe, hein, c'était le cas de Podemos, hein, par exemple, puisque Chantal Mouffe avait même coécrit un livre avec Inigo Errejón, hein, qui était un des dirigeants de Podemos, même si effectivement Podemos aussi c'est un peu clivé sur cette question-là, et que c'est pas cette orientation-là qui s'est imposée ces derniers temps, mais il y a de véritables liens, disons, et cette théorie de Chantal Mouffe, je dirais que c'est pas quelque chose d'accidentel, hein, c'est vraiment au cœur de l'ambition politique et du projet politique de certains courants comme ceux-là. Alors, pour vous en parler, hein, je vais m'appuyer sur quelques ouvrages. Certains sont un petit peu anciens, notamment l'ouvrage que Chantal Mouffe avait coécrit avec Ernesto Laclau, hein, qui était son compagnon, qui s'appelle « Hégémonie et stratégie socialiste », hein, qui est un ouvrage du milieu des années 80. Et puis, je vous parlerai ensuite de quelques autres textes, et notamment l'ouvrage de Laclau qui est très symptomatique, parce qu'il prend vraiment en compte des questions un peu lourdes, comme celle de la place du leader, de la démocratie directe, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Alors, je vais essayer d'abord, dans un premier temps, de donner quelques éléments sur la compréhension, sur la manière dont Chantal Mouffe et Ernesto Laclau conçoivent ce qu'ils appellent le politique, hein, qui se distingue pour eux de la politique. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, c'est-à-dire le politique, hein, comme lieu de la conflictualité. Comme lieu de la conflictualité, ce qui va conduire, disons, à rejeter tout objectif de réconciliation de la société, objectif de réconciliation de la société qui, dans leur esprit, hein, serait une sorte d'objectif commun, finalement, entre le social-libéralisme et le marxisme. C'est-à-dire que, aussi, pour des raisons différentes, d'après Mouffe et Laclau, hein, le social-libéralisme et le marxisme, ce serait deux manières de vouloir réconcilier la société en dépassant un certain nombre d'antagonismes, notamment l'antagonisme de classe, hein, de manière très différente, évidemment. Alors, ensuite, j'essaierai de présenter les caractéristiques principales du populisme de gauche, et puis, dans un troisième temps, puis qui ouvrira plus sur la discussion, je pense qu'on aura ensemble, j'essaierai de montrer les limites, des critiques qu'on peut adresser à un tel projet. Alors, je commence par la conception du politique, hein, qu'on trouve chez Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Alors, le politique, comme je le disais, hein, c'est pour Chantal Mouffe la dimension d'antagonisme qui est constitutive des sociétés humaines, hein, quelles que soient les pratiques, les institutions organisant la coexistence humaine. Et on dit en gros, les pratiques qui cherchent
qui organise la coexistence humaine, c'est ce qu'elle appelle la politique, et cette dimension d'antagonisme fondamentale de toutes les sociétés humaines, c'est ce qu'elle appelle le politique. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que c'est pas pour rien, d'une certaine façon, que l'essence du politique, pour Chantal Mouffe, c'est l'antagonisme. Et quand je dis que c'est l'antagonisme, plus précisément, tel qu'elle le formule, c'est la polarité irréductible entre un eux et un nous. Il y a toujours un eux et un nous. C'est pas du moment où il y a le politique, c'est ça, d'une certaine façon. Hein, c'est le partage de la société entre un eux et un nous. Alors cette idée que la société se partage toujours dans cet antagonisme entre un eux et un nous, c'est quelque chose que Chantal Mouffe n'invente pas. Hein. C'est quelque chose qu'elle reprend, d'ailleurs de manière explicite, à un théoricien qui s'appelle Carl Schmitt, hein, Carl Schmitt qui avait déjà mis en avant cette thématique dans son ouvrage de 1932 hein, qui s'appelait la notion de politique. Donc, Carl Schmitt, c'est un théoricien, c'est l'un des théoriciens majeurs du parti nazi. Hein. Alors évidemment, Chantal Mouffe reprend cette thématique à Carl Schmitt, mais évidemment sans reprendre bien sûr sa dimension d'idéologue nazi, mais elle cherche parce qu'elle dit elle-même hein, qu'elle cherche à penser avec Carl Schmitt contre Carl Schmitt d'une certaine façon, parce que chez Schmitt, cette polarité du eux et du nous, c'était elle prenait la forme d'une polarité qui était celle de l'ami et de l'ennemi. Il y a les amis et les ennemis. Alors, évidemment, chez un théoricien du parti nazi, on voit très bien où est-ce que ça conduit. Et le débouché naturel hein, pour Carl Schmitt de la relation ami-ennemi qui caractérise justement le politique, c'est la guerre, très nettement. Et il le dit de manière très claire. Et Chantal Mouffe, elle va chercher à récupérer, disons, la polarité du eux et du nous, sous une forme qui n'est pas celle de l'opposition entre l'ami et l'ennemi, mais plutôt sous une forme où on remplace l'ennemi par un adversaire. Donc, disons qu'elle cherche à démocratiser d'une certaine façon hein, la pensée de Carl Schmitt en disant on peut récupérer l'opposition du eux et du nous, non pas à travers l'opposition de l'ami et de l'ennemi, mais à travers l'opposition entre adversaires, et les adversaires sont des gens disons, auxquels on s'oppose, mais qu'on ne va pas chercher à détruire. Hein, c'est ça la différence, c'est pour ça qu'elle considère qu'on peut formuler de manière démocratique cette polarité-là, hein, en reconnaissant la légitimité des opposants. Elle cherche d'une certaine façon à maintenir l'opposition du eux et du nous, mais en l'insérant dans le cadre d'une politique démocratique. Et elle considère que la démocratie, c'est le lieu de ce qu'elle appelle un paradoxe qu'il faudrait assumer, hein, cette dimension d'opposition entre le eux et le nous, hein, il faudrait assumer sans chercher à le résorber. Sans chercher à le résorber. Pour synthétiser un petit peu cette idée, elle parle, je suis un petit peu désolé pour ces termes qui ne sont pas toujours très, très faciles et très parlants, mais c'est vrai qu'il y a une inflation conceptuelle chez Mouffe et Laclos. Enfin, il existe beaucoup de concepts qui sont parfois un peu indigestes, je dirais, mais c'est des choses que vous pouvez peut-être avoir croisées quelquefois. Donc elle parle, pour désigner cela, hein, de pluralisme agonistique, hein, pour dire il y a du pluralisme, mais il y a aussi de la conflictualité. Et donc, comme je vous le disais, hein,
les adversaires de ce point de vue-là de Chantal Mouffe et d'Ernesto Laclau, ce sont d'abord, je dirais, donc leur théorie naît elle se forge dans un contexte qui est d'abord celui des années 80, puisque c'est le moment où ils développent leur théorie, où ils écrivent leur ouvrage classique sur hégémonie et stratégie socialiste. Une période qui est celle, on va dire, d'une crise du marxisme, d'une part, et d'avènement du néolibéralisme, d'autre part. Et donc cette théorie, elle va d'abord prendre corps dans un contexte où dans de plus en plus de pays, notamment en Europe, comme par exemple en Grande-Bretagne avec Tony Blair, hein, la thématique du dépassement du clivage entre la gauche et la droite est très présente. Et alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut reconnaître à Chantal Mouffe. Hein. La réactivation de l'opposition entre eux et nous, c'est aussi une manière pour elle de dire le clivage entre la gauche et la droite est un clivage qu'il faut maintenir. D'ailleurs, c'est un point qui n'est pas un point d'accord entre les différents populistes, je dirais, entre les différents tenants de la thématique populiste, hein, puisque certains, justement, vont utiliser la thématique du populisme pour dire le clivage entre la gauche et la droite est dépassé. Mouffe, quant à elle, et elle le dit à différentes reprises et sous différentes formes, hein, elle cherche à maintenir l'idée d'un clivage entre la gauche et la droite, mais qui prendrait la forme d'un populisme de gauche. C'est pour ça qu'elle rajoute le qualificatif de gauche systématiquement. Et donc cette théorie qui valorise, je dirais, une forme de conflictualité entre eux et nous, elle naît dans un contexte où, disons, la perspective un peu post-politique, technocratique, qui finalement est arrivée chez nous peut-être un peu plus tard, enfin, mais on est quand même bien dedans, elle se retrouve un peu au cœur de la tension, avec, d'un autre côté, la montée dans différents pays européens de mouvements qu'elle va qualifier de populistes de droite. Hein. Alors dans certains ouvrages qui sont même, je dirais, des ouvrages qui ont déjà quelques années, hein, elle analyse la montée du Front National dans la France des années 90-2000, la montée du FPE en Autriche, par exemple, hein. Et elle considère d'une certaine façon que c'est sur le fond de gommage, hein, du clivage entre la droite et la gauche, et donc de la conflictualité, que des formes pathologiques, on va dire, de la conflictualité, qui sont celles que les populistes de droite cherchent à imposer, vont germer et émerger. Alors, bon, jusque-là, on peut avoir, je dirais, des points de convergence dans cette dénonciation de la dimension technocratique, post-politique, hein, du consensus au centre, du social-libéralisme, puisqu'elle analyse notamment les pays où s'imposent un peu des grandes coalitions, je dirais, à l'allemande, entre le centre-droit et le centre-gauche, qui fait qu'on gomme, d'une certaine façon, les différences. Le problème, c'est que cette théorie du pluralisme agonistique, chez Mouffe et Laclau, elle ne va pas simplement venir, je dirais, battre en brèche la logique technocratique, elle va aussi servir elle va s'appuyer, disons, sur une critique du marxisme. Marxisme auquel, comme je le disais en introduction, elle va parfois opposer
des arguments similaires à ceux qu'elle oppose finalement à la vision technocratique, parce que le marxisme, ce serait une manière d'essayer de dépasser une forme d'antagonisme, hein, typiquement la perspective d'une réconciliation de la société, d'une société sans classe, d'un dépassement de la lutte des classes, hein, qui est quelque chose qui est au cœur finalement du projet communiste, hein, cette thématique de la société sans classe. Ce serait une sorte d'avatar, hein, finalement, de cette thématique de la réconciliation de la société. Il faudrait absolument s'en débarrasser à tout prix. Alors, pour comprendre un petit peu cette idée-là, il faut, je crois, dire quelques mots sur ce que disent Ernesto Laclau et Chantal Mouffe dans leur ouvrage qui s'appelle « Hégémonie et stratégie socialiste », parce que c'est là-dedans qu'est formulé, peut-être le plus clairement, le plus en détail, leur critique du marxisme, qui est faite d'un point de vue qu'on peut qualifier, je dirais, de postmoderne. Hein. Souvent, la philosophie postmoderne, je dirais que ce n'est pas un vrai courant constitué, hein. Ça rassemble un certain nombre d'auteurs qui, par ailleurs, peuvent avoir des positions assez différentes, mais qui, en général, ont en commun de rejeter le rationalisme, de rejeter... qui ont en commun d'affirmer qu'au fond, la réalité elle-même, c'est plutôt un ensemble de constructions discursives, et sans fondement objectif. Et ça joue un rôle important, cette dimension postmoderne dans leur critique du marxisme, parce que le cœur de leur théorie, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'acteurs sociaux qui auraient des intérêts objectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les acteurs sociaux qui auraient des intérêts objectifs, dans le langage du marxisme, ça s'appelle les classes sociales. Et donc, il y a l'idée, en tout cas, qu'il faudrait dépasser cette perspective selon laquelle, oui, certaines classes auraient des intérêts objectifs, alors, indépendamment, en quelque sorte, de la conscience que ces classes en prennent ou n'en prennent pas. Alors, de ce point de vue, hein, l'une des cibles favorites, je dirais, de Mouffe et de Laclau, c'est une distinction qui est assez classique dans le marxisme, même si elle est un peu... il ne faut pas la simplifier, mais la distinction entre classe en soi et classe pour soi. Hein. Tout simplement, bon, vous avez peut-être ça en tête, hein, c'est quelque chose qu'on réfère en général à un passage dans un texte de Marx qui s'appelle « Misère de la philosophie », hein, un texte de 1847. Et il y a l'idée que le prolétariat, par exemple, pourrait être considéré comme une classe en soi, c'est-à-dire ayant objectivement des intérêts, mais que pour prendre conscience, pour qu'ils prennent conscience de ses propres intérêts, il faudrait tout un tas de facteurs liés à la fois l'organisation même de la production, aux conditions de la lutte, etc., qui ferait qu'il passerait du statut en quelque sorte de classe en soi à celui de classe pour soi, c'est-à-dire classe consciente de ses propres intérêts. Ça, c'est quelque chose que Chantal Mouffe et Laclau rejettent radicalement, parce qu'ils rejettent radicalement l'idée qu'il y aurait des classes en soi. Ou alors, on peut dire qu'il y a des classes en soi, mais alors, ça relève de la pure description sociologique pour eux, et il n'y a pas du tout de fond politique là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a des classes en soi, du point de vue sociologique, mais on ne peut pas dire qu'il y a des intérêts objectifs de ces classes. Et ça n'aurait pas de sens pour eux, justement, que, disons, la lutte politique ait pour vocation, sinon principale, du moins quand même une vocation importante, qui serait de faire prendre conscience aux acteurs sociaux, en l'occurrence
à une classe sociale en particulier, dans le cas du marxisme, qui est le prolétariat, de ses propres intérêts. Donc de ses intérêts de classe, d'une certaine façon. Et alors pour Mouffe et Laclos, dire cela, ça relèverait d'une forme d'essentialisme qui consisterait à considérer que la classe ouvrière ou le prolétariat aurait par essence intérêt au renversement du capitalisme, qu'elle serait par essence révolutionnaire. Et pour eux, tout ça est absolument injustifié. L'idée de parler d'intérêt objectif, ça n'aurait pas de sens. Et d'une certaine façon, l'idée même qu'il serait possible de représenter politiquement des intérêts économiques leur paraît un peu intenable, parce que elle identifierait à tort les sujets politiques, d'une certaine façon, qu'il s'agit de construire, puisque l'idée de construction est toujours très importante chez eux. C'est-à-dire, il y a le titre d'un livre de Chantal Mouffe, c'est « Construire un peuple ». Construire un peuple, donc avec l'idée qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui préexiste, il n'y a pas déjà un sujet politique qui préexiste. Le sujet politique, il faut le construire, et on va voir comment il faut le construire. Ça va être essentiellement par le discours. Pour ça que je vais en venir à cette thématique de l'importance pour eux de la rhétorique. Mais voilà, pour Mouffe et Laclos, il faut avoir en tête que ça n'a pas de sens de dire que voilà, il y aurait des classes préexistantes et qu'il s'agirait de faire prendre conscience à ces classes de leurs intérêts. Parce que ça consisterait à identifier à tort ces classes préexistantes avec les sujets politiques qu'il s'agit de construire. Alors, justement, je vais en venir maintenant à cette importance, je dirais, de la rhétorique et du discours dans la construction de ces sujets politiques, parce que c'est au cœur vraiment du projet, on va dire, populiste de gauche. Il y a un élément important qu'il faut signaler, c'est que Mouffe et Laclos confèrent une place tout à fait centrale aux affects dans l'explication sociale et politique. Et c'est pour cette raison, d'une certaine façon, parce que ce dont il va s'agir, c'est de manier des affects, de manier les affects du peuple qu'on veut construire. Pour cette raison-là, eh bien, la rhétorique va jouer un rôle tout à fait important. Et je vais m'appuyer là-dessus, je vais m'appuyer pour vous expliquer un petit peu cela, sur l'ouvrage de Laclos dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle « La raison populiste », qui est très intéressant de ce point de vue-là, parce que il est extrêmement clair, et je dirais qu'il assume frontalement un certain nombre de positions qu'on peut considérer comme étant assez problématiques. Puisque l'opération en fait, que Laclos va chercher à faire dans cet ouvrage, La raison populiste, c'est une sorte de retournement un peu du stigmate. Parce que Laclos va dire, vous reprochez aux populistes d'être vague dans ses propos, vous reprochez aux populistes de s'appuyer sur la rhétorique. Eh bien, oui. Et il va dire, moi, entre guillemets, j'assume. Et il va dire, le fait que le populisme soit vague et s'appuie sur la rhétorique, eh bien, il ne faudrait pas le comprendre de manière péjorative. Il ne faut pas le comprendre de manière péjorative pour Laclos, parce que le fait que le discours populiste soit vide et vague, d'une certaine façon, ça n'est pas un défaut, c'est une qualité, dit Laclos. Et pour le montrer, il va valoriser un concept. Alors je suis désolé, je vais utiliser des mots qui peuvent paraître un peu barbares, mais ce sont les mots de Laclos, et il faut essayer
de les prendre au sérieux, hein, ce qui est le concept de signifiant vide. Et il va dire que le populisme s'appuie sur des signifiants vides. Des signifiants vides, pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il considère que l'opération qui consiste à essayer de construire un peuple, elle requiert de nommer un objet qui est à la fois impossible et nécessaire. C'est-à-dire quelque chose qui va faire converger des demandes sociales hétérogènes. Et pour ça, il faut qu'on utilise des signifiants qui sont vides. Donc on s'appuie sur les ressorts qui sont ceux de la rhétorique. Pour le dire autrement, les signifiants vides pour Laclos correspondent à l'emploi de termes qui sont des termes figurés, mais qui ne peuvent pas être remplacés par des termes littéraux. D'ailleurs, en rhétorique, hein, il y a un terme technique pour désigner ça, ce qu'on appelle une catacrèse. Une catacrèse, hein, vous savez, c'est quand on dit les pieds d'une chaise ou les ailes d'un moulin. Hein, ce sont des termes pieds ou termes ailes. C'est un terme qui est figuré, mais on ne peut pas le remplacer par un autre terme qu'on prendrait en son sens propre, en son sens littéral. Et de ce point de vue, Laclos va réinterpréter beaucoup de slogans politiques ou de mots d'ordre politique en disant, ben voilà, en fait, vous pensez qu'il y a un contenu derrière, mais en réalité, ce sont des signifiants vides et il faut s'appuyer là-dessus pour comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, il le fait parfois avec des exemples qui sont assez surprenants, hein, notamment des exemples où on peut considérer que ça ne fonctionne pas vraiment. Il prend l'exemple du mot d'ordre bolchevique de 17, hein, la paix, le pain, la terre, et il dit, vous pensez que ça désigne vraiment la paix, le pain, la terre, mais pas du tout, vous vous trompez complètement, ce sont des signifiants vides, et ça n'est pas du tout, nous dit Laclos, le dénominateur commun, conceptuel de toutes les demandes sociales de la Russie de 1917. Hein, ça n'est pas ça, ça n'est qu'une manière, hein, de construire, d'une certaine façon, un sujet politique qu'on va chercher à mobiliser. Et de ce point de vue, hein, pour Laclos, le caractère vide des signifiants vides, ça n'est pas, je dirais, le résultat d'un sous-développement idéologique du mouvement qui les formule. Ça exprime tout simplement le fait que l'unification, hein, la construction du peuple prend place sur un terrain social qui est, par définition, radicalement hétérogène et qu'on ne peut pas réconcilier, sinon par la rhétorique, d'une certaine façon. Et Laclos nous dit, plus les demandes sociales sont hétérogènes, plus l'identité des forces populaires et de l'adversaire à combattre deviennent difficiles à déterminer, et plus on a besoin de signifiants qui vont être vides, vagues, imprécis. Alors, je poursuis dans les concepts justement mis en avant par Laclos. Il ne parle pas que de signifiants vides, il parle aussi de signifiants flottants. Bon, c'est pareil, c'est un peu amusant tout ça, les signifiants vides et les signifiants flottants. Mais ça correspond à une autre forme, je dirais, de la rhétorique populiste, hein, l'usage de signifiants flottants, qui consiste à essayer de déplacer, hein, les signifiants flottants. Ça n'est pas tant qu'ils sont, comment dire, ils se définissent par distinction, je dirais, avec les signifiants vides, surtout par le fait qu'ils cherchent à déplacer des frontières, disons, idéologiques. Et alors, pour essayer de montrer de quoi il s'agit, hein, lorsqu'on déplace comme ça des frontières idéologiques, hein, Laclos cite dans son ouvrage, hein, l'exemple de Michael Portillo, qui était un dirigeant du Parti conservateur britannique, et qui raconte, hein, qu'il avait milité dans sa jeunesse pour le Parti travailliste, mais qu'il avait été séduit par l'arrivée de Margaret Thatcher à la tête du Parti conservateur à la fin des années 70, parce qu'elle représentait, disons, une forme radicale
Même s'ils n'étaient pas d'accord avec le contenu, elle représentait une sorte de forme radicale dans laquelle ils se retrouvaient. Et pour Laclos, ça c'est typique, je dirais, du déplacement de frontières, hein. Donc de cet usage de signifiants flottants. Un Thatcher serait un exemple de réussite de ce point de vue-là, de ce genre d'opération. Et il faudrait opérer un peu la même chose, c'est-à-dire faire bouger des clivages, faire bouger des frontières. Et donc, on aurait un petit peu cette dimension-là. Alors, j'avance un petit peu, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. J'avance un petit peu, et je voudrais vous parler maintenant d'un autre point qui est évidemment très important dans cet ouvrage de Laclos sur la raison populiste, qui est la place du leader. La place du leader, parce que évidemment, il faut quelqu'un pour les formuler d'une certaine façon, hein, ces signifiants vides et ces signifiants flottants. Et je dirais que la théorie populiste de Laclos, elle s'accommode tout à fait de, disons, la place importante des leaders politiques et des leaders qui sont explicitement présentés comme charismatiques, puisque, de toute façon, il leur apparaît comme étant absolument impossible de construire un peuple sans la présence d'un représentant capable de produire, d'une certaine façon, hein, ces signifiants vides et ces signifiants flottants. C'est pour cette raison que la théorie populiste va mettre à distance explicitement toute une tradition qui est celle de la démocratie directe. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, puisque on retrouve souvent, pourtant, dans le populisme de gauche, une sorte d'apparence comme ça de mobilisation populaire un peu directe, mais en réalité, elle se fait toujours sous une forme de verticalité qui est comment dire, commandée. Cette verticalité, elle est commandée, je dirais, par la structure même, hein, de la théorie populiste, hein, qui est cette idée qu'il faut produire par les outils de la rhétorique des signifiants susceptibles de mobiliser le peuple en le forgeant, hein, d'une certaine façon. Et donc, de ce point de vue, Mouffe et Laclos plaident, je dirais, très nettement en faveur, et très explicitement en faveur de la démocratie représentative contre la démocratie directe, hein, ils le disent sans embâche, hein, il y a un véritable refus, hein, de la démocratie directe. Et la méfiance traditionnelle, hein, à l'égard de la démocratie représentative dans toute une tradition de gauche, cette méfiance, elle repose sur l'idée qu'il y a toujours un risque, je dirais, de trahison de la parole des représentés par le représentant. Disons, la thématique de la démocratie directe, elle vient pour notamment, pas uniquement, mais notamment pour, disons, battre en brèche, mettre à distance ce risque. Avec l'idée que lorsque la représentation est inévitable, hein, tout doit être mis en œuvre pour que le représentant n'outrepasse pas le mandat qui lui a été confié. Or, Mouffe va dire, dans Construire un peuple, hein, par exemple, que l'idée même de trahison de la parole des représentés, elle n'a pas vraiment de sens, parce qu'elle repose sur l'idée qu'il y aurait une préexistence, comment dire, des volontés collectives par rapport au processus de construction du peuple. Or, le processus de construction du peuple, il est opéré, d'une certaine façon, par le discours, et le discours de qui, à terme, eh bien par le discours du leader. Et de ce point de vue, les volontés collectives sont elles-mêmes, dans l'esprit de Mouffe, hein, elles sont elles-mêmes construites par le discours,
Et cette construction discursive ne peut s'opérer que par l'intermédiaire de la représentation. C'est pour ça que Laclos, par exemple, dit, dans La raison populiste, je vous donne une citation, la fonction du représentant n'est pas seulement de transmettre la volonté de ceux qu'il représente, elle est aussi de donner une crédibilité à cette volonté dans un milieu différent de celui dans lequel cette volonté a été à l'origine constituée. Et de ce point de vue, le représentant n'est pas perçu comme un acteur passif, mais plutôt comme quelqu'un qui va ajouter quelque chose aux volontés qu'il représente, puisque la représentation, pour Laclos, au fond, c'est le moyen d'homogénéiser une masse qui est conçue d'abord comme étant une masse hétérogène. Alors, j'en viens peut-être, pour m'acheminer vers la conclusion, à la question du contenu politique du populisme de gauche, parce que c'est quand même la difficulté, enfin l'une des grandes difficultés. C'est-à-dire que, vous voyez, à partir du moment où on a pensé et théorisé le populisme de gauche, à partir de ce tournant rhétorique de la politique, dont je parlais en citant Laclos, eh bien, la question du contenu, on a un peu du mal à voir ce qu'il y a dedans, finalement, dans ce contenu. Et c'est une difficulté parce que je dirais que ces caractéristiques que je vous ai citées, l'usage de signifiants vides, de signifiants flottants, la présence d'un leader, d'un représentant qui va être en capacité d'homogénéiser une masse hétérogène, ce sont des caractéristiques qui sont, on va dire, communes au populisme de gauche et au populisme de droite. D'ailleurs, les exemples qui sont pris par Laclos dans La raison populiste, ça va de Boulanger à Lénine, en passant par Margaret Thatcher. Donc on a toutes sortes de choses très différentes là-dedans, puisque précisément il s'intéresse, disons, à la forme, au style politique, à la rhétorique, etc. Et la difficulté, c'est comment fait-on dans ce cas-là pour voir la différence entre populisme de gauche et populisme de droite? Parce que, et je dirais, c'est peut-être un point qui est quand même une véritable contradiction quand même dans la pensée de Chantal Mouffe, puisque Chantal Mouffe est quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'idée qu'il ne faut absolument pas abandonner le terme de gauche. Elle dit, il ne faut surtout pas faire ça, il faut continuer à dire populisme, mais il faut dire populisme de gauche. Sauf qu'à partir du moment où on cherche à comprendre finalement la différence entre populisme de gauche et populisme de droite, sur le plan contenu politique, on est un peu embêté. On est un peu embêté parce que les déclarations de Chantal Mouffe sur le sujet sont assez floues, on va dire. C'est-à-dire qu'elle dit le populisme de gauche, la différence entre le populisme de gauche et le populisme de droite, c'est que le populisme de gauche est progressiste, tandis que le populisme de droite est réactionnaire. Mais dès qu'on cherche à creuser sur le contenu politique, eh bien, ils disent toujours que, de toute façon, les contenus politiques ne peuvent être forgés que de manière tout à fait contextuelle, et que donc on ne peut pas du tout donner de ligne générale, à part que c'est le seul élément qui est un élément qui peut être considéré comme étant important, mais qui est qui reste quand même assez vague, c'est l'idée que le populisme de gauche se caractériserait par le fait de vouloir radicaliser la démocratie. Ce que ne ferait pas le populisme de droite. Alors effectivement, on peut reconnaître cela. Cependant, voilà, on est quand même embêté sur le fond, parce que précisément tout ce qui va relever, et c'est quand même quelque chose qui, pour nous, est très important, d'une politique de classe, c'est complètement absent. C'est complètement absent de cette théorisation. Alors, bon, ça fait presque une heure que je parle, donc je vais simplement donner comme ça, rapidement, je dirais deux points qui me semblent vraiment des points problématiques, et puis après, je pense qu'on propose qu'on discute un petit peu à partir des questions que vous aurez.
Il y a deux points vraiment problématiques. Alors évidemment, il y en a que j'ai déjà un peu esquissé à travers l'exposé lui-même, mais dans cette théorie du populisme, c'est d'une part le refus, je dirais, de toute approche rationaliste de la politique. C'est-à-dire l'idée de vouloir fonder toujours, en dernière instance, la politique sur les affects. Et en fondant la politique de manière quasi exclusive sur les affects, et donc sur l'idée qu'il faut orienter plus dans une direction que dans une autre des affects ou des passions qui seraient, je dirais, au principe, qui commanderaient à la formation des volontés collectives susceptibles de faire peuple, on finit par faire de la conflictualité sociale et politique une donnée anthropologique absolument irréductible. Et on en vient à dire qu'au fond, toute société est traversée par l'opposition entre un nous et un eux, comme je vous le disais, et que cette opposition est toujours constituée à partir d'affects. Mais dans ce cas-là, on ne voit pas vraiment pourquoi certaines oppositions seraient plus pertinentes ou plus légitimes que les autres. C'est ça, à mon avis, l'un des grands écueils de cette théorie. Finalement, si on dit, comme le fait Mouffe-Laclos, comme le font Mouffe-Laclos, qu'il y a toujours, de toute façon, ce genre d'opposition entre un eux et un nous, on ne voit pas pourquoi, au fond, l'opposition entre, mettons, bourgeoisie et prolétariat, ce serait plus pertinent ou plus légitime que l'opposition entre Français et étrangers, dans ce cas-là. Puisqu'on ne peut pas rendre raison, je dirais, dans leur perspective, par une analyse sociologique ou économique de fractures objectives qui traversent la société, par exemple la division de la société en classes sociales dont les intérêts sont opposés. Si toutes les oppositions ne sont que des constructions discursives, alors on a du mal à comprendre ou à justifier le fait que certaines luttes soient légitimes tandis que d'autres ne le sont pas. Alors, dernier point, l'autre critique que je pense qu'on peut adresser à cette théorie, c'est qu'elle finit par déboucher sur une forme d'anti-universalisme qui finit par devenir complètement relativiste. C'est assez proche finalement d'ailleurs de ce que je viens de dire. Disons, les deux points me paraissent être liés, son refus du rationalisme et son refus de l'universalisme. Précisément parce que on refuse finalement tout contenu politique clairement défini, eh bien, on tombe dans une forme de relativisme qui fait que on refuse toute forme de réflexion sur l'intérêt général, sur, disons, la possible pertinence de certaines propositions politiques pour toute la société. Par exemple, ça c'est quelque chose aussi que Mouffe refuse très clairement. C'est-à-dire, pour elle, il n'y a pas et il n'y aura jamais d'intérêt général, et il n'y a pas et il n'y aura jamais de revendication susceptible d'être, je dirais, dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Ça, c'est quelque chose que la théorie populiste refuse radicalement. Donc, voilà, il me semble que, de ce point de vue, on a un certain nombre de problèmes que j'ai essayé de donner à voir ici. Alors, vous aurez sans doute des questions ou des remarques, peut-être des demandes de précision, mais voilà, j'espère avoir essayé de montrer, en tout cas, pour reprendre le titre de la conférence, que
effectivement, je dirais, malgré un certain nombre d'aspects qui peuvent être séduisants, le populisme de gauche est bien une balle dans le pied, pour reprendre la formule consacrée. Je vous remercie pour votre attention. Plus facilement compréhensible le populisme, parce que finalement, d'après ce que j'ai entendu, le populisme c'est une façon de diriger le peuple, de lui faire comprendre des choses qui intéressent celui qui parle. En gros, c'est ça. C'est comme ça que je voyais ça avant, mais est-ce que le populiste de gauche, jusqu'alors, j'avais pas pensé qu'il pouvait y en avoir un. Alors, donc, comment on explique ça? Alors, comment on explique le populisme de gauche ou le populisme en général? Parce que le populisme de gauche, le populisme en général, parce que finalement, si j'ai bien compris, c'est une façon... C'est pas une façon de comprendre le peuple, c'est une façon de l'emmener dans une direction donnée. C'est ce qu'on a vu avec les populistes fascistes. Hein. On arrive à trouver un bouc émissaire, des juifs pour certains, des étrangers pour d'autres. Voilà. Et je vois pas en quoi le populiste de gauche serait stigmatisé dans ce domaine. Hein. Alors, bon, je pense que, comment dire, il y a une possibilité, effectivement, qui est de dire que le populisme, c'est tout simplement de la démagogie. Un peu cette idée-là. Alors, disons que Mouffe et Laclos sont des gens qui vont chercher à donner une dimension un peu plus raffinée quand même à cette idée. Et ils vont, pour ça, essayer de s'appuyer notamment sur un concept, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais qu'ils reprennent à Gramsci en le vidant un petit peu de sa substance, qui est le concept d'hégémonie. En disant, finalement, l'opération de construction d'un peuple, ça s'apparente à la construction d'une hégémonie. C'est-à-dire qu'une formation politique ou un leader politique va construire une hégémonie sur le peuple à partir du moment où il va être perçu comme une sorte de représentant de toute la société, même si cette représentation ne peut jamais être complète. Donc, oui, il y a ça qui est peut-être commun. Après, voilà, comment est-ce qu'on peut distinguer le populisme de gauche du populisme de droite? Je pense que c'est précisément le problème. Pour moi, c'est précisément le problème. Alors, la plupart du temps, en fait, les gens qui se réclament du populisme de gauche sont toujours un peu à la charnière entre, d'un côté, la volonté d'utiliser le populisme comme une méthode, tout simplement, c'est-à-dire en disant le populisme, c'est une méthode qu'on peut utiliser pour un peu le manuel, entre guillemets, du politicien, hein, qu'on pourrait utiliser dans pour faire valoir n'importe quel contenu, quel qu'il soit. Une façon de se faire entendre. C'est ça. Et il y a, mais avec l'idée que, bon, souvent, ce sont quand même des gens qui sont issus eux-mêmes par leur histoire personnelle ou de la gauche traditionnelle ou du mouvement ouvrier ou quoi que ce soit. Et donc, ils vont dire, on va essayer d'appliquer la méthode populiste d'une certaine façon pour être plus efficace. En gros, il y a quand même cette thématique-là. Après, il y a, je dirais que c'est un peu à la charnière, parce qu'il y a quand même aussi l'idée que le populisme serait rendu nécessaire, y compris le populisme de gauche, par une sorte de reconfiguration globale de la société, par l'idée précisément un peu d'une sorte de gommage des classes sociales. Parce que selon les gens qui portent cette ambition qui est celle du populisme de gauche, vous avez des positions qui peuvent être assez variées. Ne disent pas tous la même chose, je dirais. Mouffe et Laclos, en général, ne disent presque rien sur le contenu. Ils se contentent vraiment
l'analyser à un niveau tout à fait différent. Mais quand on rentre dans les organisations ou qui se réclament du populisme de gauche, si on prend ce que dit quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, alors ça varie selon les moments, mais il y a par exemple l'idée, en tout cas dans ses livres, on va dire, théoriques, parce qu'il a écrit des livres théoriques, que le clivage entre la bourgeoisie et le prolétariat était en train d'être déplacé, reconfiguré, y compris dans je dirais la structure de la production, avec l'idée que maintenant ce serait plutôt une opposition non seulement entre le peuple et les élites, mais avec l'idée que dans les grandes villes aussi, avec se constitueraient des foyers nouveaux de contestation issus d'une reconfiguration complète du clivage entre les classes. Donc parfois ça va s'appuyer sur des choses assez différentes en fait, hein, ça peut s'appuyer sur du contenu, et on va dire on va avoir besoin du populisme pour ça, pour mettre en valeur ce contenu-là. Mais je dirais que là, dans ce cas, il faut creuser. Mais je pense qu'il y a quand même un point commun, c'est vrai, qui est dans le refus de donner une vraie pertinence politique au clivage de classe. Ça, je pense que c'est peut-être le point commun des gens qui se réclament du populisme, en tout cas l'idée que le clivage est dépassé ou c'est reconfiguré d'une manière tout à fait différente. Je voulais vous demander, la façon d'aborder les choses, c'est à la fois très intéressant parce que ça reflète des problèmes qui sont déjà anciens, mais qui aussi, dans l'actualité, prennent des configurations différentes. Et moi, je me pose la question, premièrement, ces deux personnes dont vous avez parlé, et qui mènent des concepts philosophiques pas toujours faciles, enfin, du moins pour moi, à suivre, même si j'y comprends un petit peu quelque chose, est-ce que c'est des gens qui ont cherché à justifier a posteriori cette attitude actuelle de refus de la position des classes sociales qui existent et qui sont là bien réelles, mais qui, en même temps, ne sont pas perçues pour autant comme un intérêt objectif par les gens qui sont, par exemple, dans la classe ouvrière, comme devant se regrouper, puisque on sait, en particulier par l'étude du CEVIVOP, que le recul du vote communiste dans les milieux ouvriers, dans la classe ouvrière, dans les bastions, date de 1947, parce que justement, les milieux ouvriers et le prolétariat ne se reconnaissaient plus longtemps qu'ouvriers, mais progressivement aspirés par cette société de consommation amenée par la mécano-lave et aussi par des tendances naturelles de la société, ne sont plus reconnus sur ce sujet-là. En même temps, la notion de peuple chez Gramsci me paraît pertinente. Et c'est pas facile à amener parce que... Oui, excusez-moi, j'ai un peu perdu de visibilité. La première question que je voulais poser, c'est celle-là. Est-ce que ces deux personnes construisent une justification a posteriori de ce que vous appelez ce populisme de gauche qu'on comprend parfaitement, ou est-ce qu'au contraire, ils sont idéologues, construisent, fabriquent, et que des gens qui construisent l'opinion, qui manipulent l'opinion de différents points de vue, là si on parle de la gauche, se servent et vont puiser là-dedans. Parce qu'on sent en même temps des réalités. Je prends un deuxième exemple à partir depuis 1947, c'est que les percées du Front National dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, sont le moins efficaces dans les endroits où il y avait un parti communiste actif, puissant, en lien avec la population et avec des bastions ouvriers. Le Front National a d'abord progressé dans des régions déçues, soit de la droite militante et dure, comme dans certains coins, ou dans des milieux ouvriers, mais à tendance et tenus par une influence social-démocrate.
et dans lesquels il y a eu des gestions municipales catastrophiques, avec de la corruption, avec tout ça. Mais dans les bastions communistes, etc., le Front National a eu beaucoup de mal à percer, etc. Alors, moi je me demande, troisième partie de ce que je veux essayer de me faire comprendre, cette notion de peuple, qui est à la fois une notion, à mon avis, bien réelle, je ne gomme pas la classe sociale qui existe, mais c'est certain, si je vais voir les gens ici à Quimperlé, que je parle lutte de classe, classe sociale, c'est une réalité objective. Vous devez tous vous rassembler pour vous voter vers des représentants politiques qui représentent l'intérêt général et vos intérêts, les vôtres bien compris, je ne vais pas être compris. Inversement, en même temps, si je parle du peuple, que nous avons tous intérêt, tous ceux qui n'ont pas des intérêts dans les multinationales chez Vinci ou chez Nestlé ou chez Danone, on a intérêt à se rassembler avec l'avocat, avec l'ouvrier, avec le médecin, assembler dans tout ça. C'est le concept de Gramsci. Tous ceux qui n'ont pas un intérêt objectif avec les dominants du capitalisme ont intérêt à se retrouver pour construire une majorité politique avec l'idée de construire dans la législature à venir une majorité capable de faire évoluer les choses vers des changements révolutionnaires, c'est-à-dire renverser le système. Alors, le langage qu'on emploie, je vois là, j'ai relevé populaire, populisme, populisme de gauche, populisme de droite, mais aussi le peuple souverain, la légitimité du peuple. Il y a bien là l'entité globale du peuple qui se subdivise en plusieurs fractions. Alors, comment nous, dans un langage pour être compris, excusez-moi, avec les gens que j'ai autour de moi, articuler ces concepts que je dois avoir dans la tête pour comprendre la réalité? Moi, je reste profondément marxiste. Avec l'évolution qu'il y a à faire dans un tas de domaines, ici, ça a été très bien parce qu'il y a plein de choses. Et il y a le supplément d'humanité que j'ai acheté après, que je conseille vivement de lire, parce qu'il met au point beaucoup de choses, d'erreurs qui ont pu être faites par le passé et qu'il corrige, en particulier sur l'idéologie allemande et sur les textes fondamentaux de Marx et d'Engels. Et là, on est en plein dedans parce qu'on sent très bien que tous ces langages dans lesquels il y a des idéologues de droite, comme certains dits de gauche, Bernard-Henri Lévy étant pour moi, ou Glucksmann, l'exemplaire le plus flagrant, qui brouillent les pistes, mais je sais aussi, de par mon expérience personnelle, oui, que ces gens-là, ils ont un atavisme, ils ne supportent pas le milieu ouvrier, ils ne supportent pas la classe sociale autre que la leur. Voilà, peut-être je ne suis pas très clair, mais... Si. Je pense sur deux points. Le premier, c'est est-ce que c'est une... Comment dire, est-ce qu'ils ont amorcé le mouvement ou est-ce que c'est une justification a posteriori? Non, je pense que ça je ne sais pas s'il faut le penser dans l'opposition entre l'une ou l'autre de ces deux perspectives. Ce qui est clair, c'est que lorsqu'ils commencent à théoriser cette idée-là, notamment dans les années 80, c'est un contexte de crise du marxisme et de crise du mouvement ouvrier. Ça, c'est évident. C'est évident. Et d'ailleurs, ce qu'ils reprochent au marxisme, est lié à leurs reproches, aux reproches qu'ils adressent au marxisme, l'idée que le marxisme aurait été incapable de comprendre justement tous les nouveaux mouvements sociaux qui émergent, que le marxisme aurait été incapable de comprendre l'écologie, le féminisme, etc. etc. Et justement, ils se servent d'une certaine façon de cette difficulté, de cette crise du marxisme pour mettre en avant d'autres thématiques. Donc, oui, il y a quand même un lien, effectivement, avec une conjoncture historique, en tout cas, qui est effectivement une conjoncture de reflux. Oui, très, très clairement. Très clairement. Alors après, peut-être sur peuple, classe, et puis sur comment on s'adresse aux gens. Je pense que, attention, hein, je vous parlais effectivement de classe sociale, d'un certain nombre de concepts qui, par certains aspects, peuvent paraître un peu abstraits. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller s'adresser de cette façon-là sur un marché en distribuant des tracts. Hein. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais je pense que le fond politique doit être quand même clair. C'est-à-dire que
comment dire, après, il faut trouver la manière la plus juste, la plus pertinente de s'adresser au public auquel on veut s'adresser. En revanche, la question c'est est-ce que sur le fond, on est clair sur ce que l'on veut dire? Est-ce qu'on n'est pas obligé effectivement de dire les classes, d'aller voir les gens en disant les classes sociales ont un intérêt objectif, etc. En revanche, est-ce qu'on est au clair ou pas sur le fond politique que l'on porte? Je pense que c'est ça la question qui peut qui doit nous préoccuper, parce qu'en fait le problème, vous voyez bien quel est le problème, c'est les dérives possibles du populisme de gauche. À partir du moment où sur le fond et le contenu, on n'est pas au clair. Si on se fie juste au style et à l'idée qu'il faut essayer de faire bouger les lignes, on peut les faire bouger très loin comme ça. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait un travail qui soit fait, qui soit un travail de clarification. Et après, la question de savoir de quelle manière on va s'adresser à la population est une autre question. Je dirais, c'est deux questions parallèles. Alors, comment dire, après sur la question du peuple lui-même, je veux dire, il ne faut pas laisser le monopole du peuple aux populistes. On peut tout à fait utiliser le concept de peuple, ça ne me paraît pas être un problème. La question c'est, est-ce que peuple vient remplacer classe, ou est-ce que peuple et classe sont des concepts qui s'articulent? Et je pense que c'est ça qu'il faut dire, tout simplement. Parce que dans la théorie populiste, le concept de peuple vient remplacer classe. C'est pour dire qu'il n'y a pas de pertinence à parler de classe. Par contre, on peut parler de peuple parce que le peuple, c'est ce qu'on va construire contre les élites. Et peuple, c'est une autre manière de dire juste nous. Voilà, c'est tout. Donc, ouais, moi, je pense pas qu'il faille abandonner le concept de peuple pour autant. Oui, c'était fort intéressant, effectivement. J'aimerais bien, à propos de populisme de gauche, que tu as parlé de radicaliser la démocratie. Et j'aimerais bien que tu développes un peu cette chose-là. Et puis juste pour... je trouve que c'est discutable le recul du PC de 1947. J'opposerai 1977 où de nombreuses municipalités, grâce à l'Union de la gauche, ont été gagnées. Non, mais c'est avec le PC. Voilà, c'était juste effectivement avec le film qu'on s'appelle Michelin. C'est des réalités sociologiques. Alors, sur radicaliser la démocratie, c'est bien le problème, parce qu'en fait, justement, ce que je disais lorsque j'ai parlé de radicaliser la démocratie, c'était pour essayer de comprendre ce qui, sous la plume de Mouffe, pouvait servir à distinguer le populisme de gauche du populisme de droite. Et donc Chantal Mouffe dit la différence, c'est que le populisme de gauche veut radicaliser la démocratie. Sauf qu'elle ne dit pas comment. Elle ne dit pas comment, et on sait la méfiance et la distance qu'elle a, et la critique qu'elle formule à l'encontre de la démocratie directe. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très étonnant cette thématique-là de la radicalisation de la démocratie, parce que on voit mal comment cette radicalisation de la démocratie peut s'opérer sans une intervention populaire qui ne soit pas simplement, je dirais, le fruit de constructions discursives opérées par des gens qui vont manier des formules rhétoriques. Donc, moi, je pense que c'est vraiment au cœur du problème du populisme de gauche. Et je pense que c'est pas pour rien, d'ailleurs, que, dans les exemples concrets qu'on a d'organisations se réclamant du populisme de gauche, il y a à la fois une valorisation rhétorique de la démocratie, c'est-à-dire que le terme démocratie apparaît partout, et dans les pratiques, il y a rien, parce que dès qu'on creuse, on arrive à des pratiques qui sont des pratiques complètement verticales. Et je pense que ça, c'est pas purement
accidentel, ça tient. Je veux dire, je pense pas qu'il faille s'imaginer que ça tient à la personnalité d'un tel. Enfin voilà, c'est pas ça le fond du problème. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est compliqué pour moi. Je me demande si le populisme, c'est pas simplement une crise de la démocratie, effectivement. C'est-à-dire que les populismes arrivent toujours sur des crises de représentation, de reconnaissance d'identité, etc. Par exemple, Poujade, c'était la non-reconnaissance des... Et c'était peut-être un populisme de gauche, d'ailleurs, Poujade, puisqu'il a fini au PS. Mais, je crois... si, je pense. Mais enfin, bon, c'est à vérifier. Cette idée de radicaliser la démocratie, pour moi, me paraît assez fondamentale, quoi. C'est-à-dire, après, c'est comment, effectivement. Et c'est sûrement pas sur des questions rhétoriques uniquement, ou des concepts flottants, c'est pas ça, des signifiants creux et navigants, etc. Je pense qu'on le paye assez cher, nous, parce qu'on a généré aussi des populismes, les marxistes ou les communistes, comme on veut, bon, voilà, on en a généré sous des formes diverses, justement en rabattant la question de la représentation des gens sur uniquement, je parle pour moi, de la manière dont, voilà, c'est pas un jugement de valeur, dont on a pensé rabattre la représentation et les enjeux sur des questions de classe uniquement, et des enjeux économiques, etc. Bon, qui paraissent fondamentaux, et toujours très opérants, mais certainement pas uniques. Et si aujourd'hui on a des populismes qui naissent, c'est parce que effectivement il y a des pans entiers de la société ou des enjeux. L'homme n'est pas que homme économique, il n'est pas que ouvrier, il n'est pas que prolétaire. Il est père de famille, il est écologiste, il est tout ça, etc. Et on est passé très à côté de tout ça. Et un populisme comme celui de Mélenchon, qu'on a soutenu, voilà, je ne suis pas le seul ici, je pense, il naît de tout ça, de cette faillite de la représentation. Et je pense que vraiment l'idée d'une radicalité démocratique, d'une radicalisation de la démocratie, c'est ça qu'il faut mettre au travail. Oui, alors moi je pense que cette idée que le populisme naît de situations de crise, de toute façon, je pense qu'il y a un accord là-dessus. Enfin, je pense après tout le monde est d'accord, aussi bien les populistes eux-mêmes que les théoriciens du populisme et que les gens qui sont critiques du populisme. Je veux dire, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait s'accorder sans le moindre problème, évidemment. Et que cette crise soit aussi une crise du marxisme et du communisme sous la forme historique qui a été la sienne au cours du XXe siècle, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est absolument évident. Après, effectivement, la question est de savoir... alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, à mon avis. Il y a sans doute cet élément-là, c'est-à-dire l'idée que le marxisme, à un moment donné de son histoire, n'a pas été en capacité d'entendre un certain nombre d'aspirations qui n'étaient pas effectivement que des aspirations de classe. Ça, c'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a d'autres facteurs aussi. Je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui sont liés à des mutations de la production elle-même. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui se sont combinés de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a des... comme toujours, il y a des facteurs internes, c'est-à-dire des décisions politiques qui ont été prises, et il aurait mieux valu en prendre d'autres, on va dire. Et puis, il y a aussi des facteurs qui sont des facteurs objectifs. Il y a des mutations de grande ampleur dans la structure même du capitalisme en France et ailleurs, qui ont eu des effets qu'on n'a pas toujours peut-être analysés avec suffisamment de recul, même encore aujourd'hui. Alors, sur la radicalisation de la démocratie, oui, tout à fait, mais après, la question, voilà, c'est de savoir sous quelle forme, parce que
Et je pense que l'émergence de mouvements comme les Gilets jaunes, avant comme Nuit debout, des choses comme ça montre en tout cas une aspiration très nettement dans cette direction-là, mais ça montre aussi des difficultés à trouver justement les débouchés concrets, les formes qui seraient susceptibles un peu de donner une réalité à cette volonté de radicaliser la démocratie. Donc, en tout cas, je pense que indéniablement, c'est une direction dans laquelle il faut creuser. Mais je pense que ça peut pas se réduire, on dire, pour le coup, à des grandes formules, ou alors à une sorte de pure valorisation de la spontanéité, parce que ça demande, à mon avis, à être creusé pour que ça ait des débouchés concrets, je pense. Moi, je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est très pertinent. Le problème, c'est d'articuler démocratie directe est indispensable, mais qui n'est pas suffisant, parce que si je prends le nucléaire, l'environnement, j'étais à la conférence l'autre jour d'un gars sympathique qui s'appelle Yvan Bourillon, qui a pour idée de ramasser le plastique sur la mer. Par des catamaran, super machin, 300 tonnes. Dans la salle, on n'a plus trop le droit de parler, donc l'animateur de cinéma n'aime pas trop que je parle de trop, parce que je fais fuir les gens. Mais ce problème de pollution de l'environnement et de l'environnement, les nanoparticules actuellement, il faut savoir quand même que 30% des plastiques qui sont dans l'océan, qui arrivent, viennent des pneus, l'usure des pneus. Les perturbateurs endocriniens sont filtrés, passent à travers les filtres, aussi bien de l'eau usée que quand on veut faire de l'eau propre. Il est certain que là-dessus, sur le nucléaire civil, nucléaire militaire, la position de la France au Yémen et cette chose actuellement, la simple démocratie directe ne suffira pas. Il faut l'éclairage politique, théorique. Moi, je pense que le Parti communiste est le plus compétent pour faire ça, et le rassemblement autour des notions qu'on a est indispensable. Il y a des progrès à faire, mais en même temps, et ça me fait penser à une chose, je ne maîtrise pas tout, mais la réalité objective des phénomènes économiques dans lesquels on est extrêmement importante. Je prends pour exemple la crise du textile, Roubaix-Tourcoing, la crise de la mine des houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais. J'ai été dedans, j'ai des copains qui étaient, je connaissais bien les deux milieux, j'ai un milieu intellectuel, j'étais aussi très lié avec les milieux ouvriers et avec les grands délégués responsables issus de la résistance, etc. La crise de la sidérurgie. Je me souviens de camarades importants du bureau politique avec qui j'étais en phase et beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on est allé là-bas, à Roubaix-Tourcoing sur le textile. On va vous sortir de là, c'est pas normal, il y a encore de la ressource en France. Ce qui est vrai. Le charbonnage, c'est vrai qu'avec la gazéification, on pouvait faire des choses pertinentes qu'avaient mis en avant les services de recherche des houillères, mais on n'a pas été suivi par les phénomènes politiques des gouvernements et tout un courant politique, et on a drainé derrière nous des gens qui y ont cru. Dans la sidérurgie, la Lorraine, Fos-sur-Mer, et les gars qui venaient de Lorraine, qui arrivaient à Denain ou à Escoval, et qui après ont été mutés à Dunkerque, je vous assure qu'à Grande-Sainte, pour les ramener à la conscience et au vote communiste et les ramener autour de nous, ils avaient déjà été déçus 3 fois de suite. On a eu du mal. Et c'est quoi? Je vais être bref, parce qu'après on voit que je parle de trop, mais c'est que le capitalisme, et tu as eu raison de le souligner, c'est qu'il a des capacités, je veux dire le capitalisme au sens large, je ne vais pas détailler les nuances qu'il y a dans les uns et les autres, mais il a des capacités d'adaptation pour faire avaler les couleuvres, savoir où est son intérêt en mettant la sidérurgie à tel endroit plutôt qu'à tel autre, sans tenir compte de la désertification qui s'installait dans les bassins de l'emploi de la Lorraine, du Valenciennois ou dans d'autres régions de France là-bas. Et ils ont leurré l'opinion, et c'est vrai que on n'a pas su, on a fait croire qu'on a eu des grandes manifestations, et on voit bien qu'on peut avoir 60%, 70% de l'opinion avec nous, ils passent au-dessus. Alors, là, il y a des phénomènes difficiles, il faut articuler, c'est un travail de militant, mais je crois qu'il ne faut pas non plus se mortifier la chair, parce que en face de nous, le capitalisme vit ses crises,
il est peut-être à sa phase ultime, j'y crois toujours, mais il rebondit. Et savoir les suivre quand il manipule l'opinion, maintenant qu'on voit les sociétés comme il y a en Angleterre qui ont manipulé l'affaire le républicain démocrate aux États-Unis, manipulé le Brexit, ils font leurs expériences en Amérique latine pour manipuler l'opinion et faire basculer les votes vers des gens qui peuvent apparaître de gauche et les servir comme il faut, ça fait vraiment peur. Mais malgré tout, il faut continuer à lutter, je ne sais pas. Et c'est certain que tout ce que tu as abordé là, qui est difficile, pas forcément parce que signifiant, signifié, etc., mais on est au cœur du sujet, à mon avis. Hein. Mais voilà. Juste, j'ai regardé Jade, il n'est pas passé au PS, il a soutenu Mitterrand et Chevènement à la fin de sa vie. Oui, mais il a soutenu aussi, je regardais, il a soutenu aussi, non, pas Le Pen, non, mais il a soutenu aussi Giscard d'Estaing et Chirac. Bon, c'était il a fini quand même. Voilà. Bon. Il a représenté un courant, il avait gagné du pas. Non, ce que je voulais dire sur par exemple, Mélenchon. juste une. Pardon. Vas-y. Finis ma phrase. Finis ta phrase. Sur Mélenchon, par exemple, et le populisme, moi, par exemple, quand je parle de radicalité démocratique, je pense que le problème, il est éventuellement, essentiellement, uniquement humain, quoi. C'est-à-dire qu'on occulte souvent, avec la sociologie, etc., le fait que les êtres humains, ils ont un cerveau reptilien, qu'ils ont des rapports au pouvoir, etc. Et que, voilà, il y a aussi des choses comme ça qui se jouent derrière, qui sont autre chose que les rapports de classe. Et sur le féminisme, on a eu des positions sectaires avec Jeannette Vermèche et sur un certain nombre de choses. Moi, je ne veux pas convoler le fait, je ne suis pas là pour ça. C'est difficile d'intervenir dans ce... En tous les cas, je te remercie, c'était vachement intéressant. Et je crois que ça correspond à une vraie question, enfin moi qui me préoccupe, c'est comment on explique par exemple ce phénomène de France Insoumise, qui semble correspondre aussi à une demande, mine de rien, dans une démarche qui est un peu le circuit le plus court, quoi. Nous, ce qu'on propose, c'est peut-être trop compliqué, enfin, c'est comme ça que les gens vivent, trop compliqué, trop abrupt, et là, on va pouvoir enfin... alors que, moi, ce qui me frappe, c'est dans ce boujanisme de gauche ou de droite, c'est cette banalité, en fait. Je trouve ça assez banal comme démarche, et dans le même temps, je trouve ça assez biblique, parce que c'est le récit qui accomplit. Pour ceux qui lisent la Bible de temps en temps, c'est le verbe qui accomplit avant même l'action. Donc c'est très ancré dans l'un de nos cerveaux, je ne sais pas trop lequel, est-ce que c'est... Mais c'est vraiment... Alors que si on compare les deux campagnes électorales, celle de 2012 et celle de 2017, c'est très très différent en fait. Celle de 2012, on est dans cette idée de on se rassemble, et je pense que le score qui est fait par Mélenchon, qui est à l'époque le candidat de la gauche, déçoit beaucoup les gens de Mélenchon. Ils ont d'ailleurs le même discours, la même affection que Podemos il y a quelques années, en disant l'alliance avec les marxistes nous pèse dans le rapport de force et pèse de façon négative. Donc il faut qu'on s'en sépare. Et on voit bien que dès 2015, mais même dès après 2012, même dès après, quelques semaines après les élections présidentielles, même dans la mise en place des élections législatives, on sent bien qu'il y a une dérive assez claire sur il faut qu'on se sépare de cette idée de marxisme et de leurs exigences politiques. Ça, c'est, enfin, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de nous proposer, c'est que ça donne, enfin, peut-être que j'ai tort, mais ça donne un corps théorique à tout ça. Et j'invite à lire l'interview de Mélenchon dans Libération d'avant-hier. D'hier. Il y a un article dans l'IMA aujourd'hui. Ouais, qui est extrêmement intéressante parce qu'en fait, il reprend tout ça. Il reprend tout ça avec cette idée on construit par le discours. Alors, il dit, moi je parle aussi de poésie, je parle de... Enfin, c'est un peu mécano aussi, mais c'est très très lié aussi
à l'idée du chef. Parce que, mine de rien, quand il parle de ces 4000 groupes d'intervention de la France Insoumise, bon, je sais pas où ils sont, nous ici on les voit plus, enfin ça c'est un peu un détail, mais on a bien connu ça aussi dans le mouvement étudiant dans les années 70, c'est qu'il n'y a pas de direction pour que la direction ne se voit pas. Et en fait, l'idée du chef qui cause au peuple, c'est, au bout du compte, c'est quand même moi qui décide. Alors ça, c'est complètement opposé à ce que nous on est. Entièrement opposé à ce que nous on est. Mais ça, c'était bien qu'on puisse le voir. Après, moi je pense qu'il faut bien qu'on remarque que tout ça, ça naît dans le creuset des années 80, qu'est l'effondrement des pays socialistes. En fait, l'échec du communisme historique, en fait, tel qu'il est présenté, et la montée du libéralisme. Ça, pour ceux qui ont révisé son Bernard Vasseur dans le texte, on voit bien que là d'un coup il y a cet effondrement, et que qu'est-ce qu'on met à la place, quoi, puisque ça, tout a échoué. Quand même, dans l'idée du populisme de gauche, c'est que globalement, tu parlais de Denain, tout a échoué. Je viens de Saint-Denis, il y avait 35 000 ouvriers, il n'y a pas eu un tremblement de terre, ils sont partis. Jean Schneider, Thomson a dit on s'en va, on vous laisse les terrains, salut, on se casse. Et d'un coup, tout le discours que nous on portait s'est effondré. Donc moi je vois bien ce truc-là comme un remplacement un peu facile, mais dont on voit aujourd'hui les limites. D'ailleurs, eux-mêmes voient les limites, puisque dans ce même... je pense que la France Insoumise, la gauche va être très mal pendant les européennes, mais la France Insoumise sera très très loin des 19%, très très loin. Donc ça pose un problème interne à ce type de mouvement. Et au lieu de dire, bon voilà, ce serait peut-être pas mal qu'on réfléchisse, il relance la machine en disant, on va créer une fédération. Sur des bases où il y a une seule condition, c'est que c'est moi le chef, puisque c'est moi qui porte la parole. Et je reviens à cette idée un peu biblique. C'est les apôtres. Et d'ailleurs, il dit ça. D'ailleurs, dans son texte, il le dit. Il le dit. Oui, enfin bon, les députés France Insoumise, c'est un peu les apôtres. C'est un peu les apôtres. Il dit ça. Il faut le lire. Moi, je sais plus ce qui me passe par la tête une question, mais dans le populisme de gauche, et c'est surtout dans la place du leader. Donc le leader, ça revient à ce que tu viens de dire, le leader, il apparaît pas tout de suite, mais il viendrait dans la discussion. Je prends les gilets jaunes, tu as plein de personnes qui émergent, mais ça dure pas longtemps. Alors quel leader? Moi j'ai peur que ceux qui viennent, c'est un leader comme Hitler, comme Mussolini, qui a une facilité de parole, qui a un engouement, qui a un charisme, et puis ce sera son idée, et puis il la fera appliquer, et puis il amènera des gens, il amènera les financiers. Moi, le populisme, le leader, pour moi, c'est Macron. Je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche. Donc il a berné pas mal de gens qui se sont dit la gauche, elle n'a pas réussi, donc on ne va pas voter pour eux. La droite, c'est Le Pen, on ne va pas voter pour eux, donc on va voter pour le nouveau, le petit jeune qui arrive. Et qui, dans sa politique de tous les jours, fait une politique de droite et il s'enfonce de plus en plus sur la droite, avec des mots de gauche. Donc c'est un populisme aussi qui est là, en pleine construction et avec ce leader. Voilà mon opinion. Enfin, ma pensée, quoi. C'est pas une opinion. Moi, ça m'inquiète, moi, le pouvoir de Macron, même si 74% des gens disent qu'ils n'en veulent pas, il y a quand même 25 qui voteront pour lui aux élections européennes. Mais sur France Info, d'ailleurs, tout à l'heure, c'était assez rigolo. Ils interviewaient les Gilets jaunes qui disaient « Moi, j'attends rien de Macron, c'est fini, je ne veux même pas écouter son truc. » Et le gars lui dit « Mais vous êtes déçu ?» Elle dit « Bah, drôlement, je trouvais bien ce jeune-là. C'était un jeune qui allait...
Et là, on est dans l'affect. Oui. Et là, j'étais dans le Morvan il y a quelques... Souvent, on le dit, mais dans le Morvan, il y a des scores du Front National, c'est incroyable. Et on te dit, mais ils n'ont jamais vu un arabe. Mais on s'en fout de ça. En fait, ce que tu vois quand tu discutes avec les gens, c'est qu'ils vivent dans un pays qui meurt, qui s'est effondré. Tu avais 400 mecs qui bossaient chez Dim, tout est parti, voilà, il n'y a plus de... Et la figure du bouc émissaire, l'arabe, le machin, dont on gratifiait les électeurs du Front National, ça nous empêche aussi de comprendre comment eux, ils voient leur propre vie. Et cette idée de l'affect, c'est-à-dire c'est la faute d'eux, c'est totalement contraire à ce que nous, on est, où on propose aux gens une réflexion de qualité. Je ne sais pas si on a toujours raison, mais en tous les cas, la division en classes sociales, les antagonismes de classe, et d'ailleurs, assez curieusement, je ne suis pas étonné que ce soit porté par des gens qui viennent de la gauche, mais qui viennent de la gauche social-démocrate. Parce que dans le fond, cette politique-là, d'une manière ou d'une autre, ils l'ont un peu appliquée. Le tournant, on pense tous voter, enfin, ceux qui ont voté Mitterrand en 80 pensent voter pour le programme commun. En 83, parfois on nous dit, ah merde, les mecs, on ne peut pas, c'est tournant de la rigueur. Et là, pour le coup, les sociodémocrates, Blair, Schröder, Mitterrand, font la politique de la droite. Donc les gens c'est un peu rien comprendre, c'est cette espèce de convergence qui fait dire aujourd'hui à Mélenchon, à d'autres, gauche-droite c'est pareil, parlons d'autre chose. Or, quand tu vas sur les marchés, avec les gens, gauche-droite, pour eux, ça veut dire quelque chose. Donc et on voit bien par exemple que chez France Insoumise, en particulier Manon Aubry, elle a dû se faire engueuler, elle dit mais il faut redonner du sens à ce mot, à ce terme de gauche, c'est un truc complètement occulté chez eux. Donc c'est un discours qui est encore opérant, simplement il faut qu'on leur donne une vraie signification, là pour le coup de classe, et d'opposition de classe.